Le dieu Nergal pour les Mésopotamiens, Arès pour les Grecs, Mars pour les Romains. Amis écouteurs, je vous propose dans Timelapse ce mois-ci un grand voyage dans l'espace jusqu'à notre hypothétique ou probable destination un jour, la planète Mars. Décrocher la Lune n'a pas suffi à l'homme et il lui faut maintenant un nouveau terrain de jeu, une autre terre à conquérir pour affirmer sa force, son pouvoir, sa volonté ou même son idéologie. La course à Mars, un exploit planétaire de l'humanité tout entière ou une victoire étatique d'un pays plus fort que tous les autres. C'est à nous d'écrire aujourd'hui ce moment unique dans l'histoire de notre Terre, le jour où un terrien posera le pied sur une autre planète. Mars, dieu de la guerre et investigateur d'épidémies mortelles pour les civilisations anciennes, déversant un bain de sang, rougissant la terre et le ciel. Car observer la planète Mars à l'œil nu, depuis la Terre, n'a eu de cesse d'interroger nos ancêtres. Un point lumineux variant d'intensité, d'une couleur exagérément rouge et se permettant des changements de direction sur la voûte céleste déconcertants. Mars ne se laisse pas dompter et ses rétrogradations dans le ciel vont attiser toutes les convoitises afin de tenter d'expliquer pourquoi cet astre, tempétueux, se permet a priori d'enfreindre les règles établies du monde céleste. Au temps des Grecs, dans le monde sublunaire, sur Terre pour faire simple, tout est chaotique et imprévisible. C'est l'ordre qui règne au contraire dans le monde céleste. Ce point indomptable de couleur sang ne pouvait ainsi que revêtir les attraits d'une personnalité capricieuse, encline à désorienter et faire souffrir. Le mot planète vient du grec signifiant étymologiquement astre errant. Contrairement à d'autres astres plus prévisibles comme le Soleil, la Lune, le mouvement de Mars sur la voûte céleste a interrogé les hommes et permis l'évolution de la pensée et de la science au fil du temps. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans les minutes à venir. Le modèle géocentrique avec la Terre au centre de l'univers et les astres tournant autour est remis en cause par le déplacement de Mars dans le ciel. Car cette planète rétrograde fortement, c'est-à-dire qu'à certaines époques très particulières, on observe que Mars réalise au fil des jours une boucle et un aller-retour sur cette boucle céleste. Cette marche à reculons est peu compréhensible avec le modèle géocentrique, supposant un mouvement circulaire uniforme de chaque planète. Pour conserver ce modèle, Ptolémée propose d'ajouter des épicycles à chaque planète. Dit autrement, ce ne sont pas les planètes qui tournent autour de la Terre, mais les centres des cercles sur lesquels tourne chaque planète. Ainsi, si un objet tourne autour d'un point qui tourne lui aussi autour de la Terre, à certains moments, un observateur sur Terre aura l'impression que l'objet recule. Mais ce modèle ajusté présuppose d'ajouter de plus en plus d'épicycles pour être précis au regard des observations constatées. Grâce à ces nombreux cercles déférents, le modèle permet de décrire avec précision le mouvement et l'éclat des planètes. Mais ce qui est gagné en précision a une contrepartie importante. Le modèle géocentrique simple a laissé la place à un modèle complexe. De nombreuses variables ont été ajoutées et ce qui faisait la beauté d'une explication simple de la nature a disparu. Et le modèle, s'il est efficace, a perdu en beauté et en simplicité. Il faudra une rupture engagée avec Copernic pour simplifier grandement la théorie, mais ce sera une véritable révolution, déplacer la Terre et lui faire perdre sa place centrale dans l'univers. Le modèle héliocentrique, en plaçant le Soleil au centre de notre système, élimine toutes les astuces mises en œuvre pour tenter de sauver le modèle géocentrique. Les rétrogradations redeviennent naturelles dans ce modèle. Celui-ci sera néanmoins encore amélioré quelques années plus tard par les observations de Tycho Brahe et les interprétations théoriques de Kepler. Les orbites circulaires, héritage du modèle géocentrique grec, sont alors remplacées par des trajectoires elliptiques, plus ou moins excentriques, ou pour le dire plus simplement, des trajectoires circulaires plus ou moins aplaties. Le modèle héliocentrique remet ainsi en cause le centre, mais aussi le cercle, deux piliers de la pensée aristotélicienne. La connaissance scientifique progresse de manière continue au quotidien,
Mais les grandes avancées sont toutes disruptives. Thomas Kuhn met en avant dans son traité sur la structure des révolutions scientifiques, publié en 1962, les caractéristiques permettant à la science de se réinventer. Chaque évolution suppose une révolution, un changement de paradigme. On ne passe pas du modèle géocentrique au modèle héliocentrique de manière continue et lente. Il faut remettre en cause la place même de la Terre dans l'univers. De même, la relativité d'Einstein en 1905 brise le caractère absolu du temps et de l'espace établi par Newton quelques 250 ans auparavant. Darwin, avec son traité sur l'origine des espèces publié en 1859, met un terme à l'apparition divine de l'homme et replace celui-ci dans la grande évolution de la vie sur Terre. Mais revenons à la planète Mars, ou plutôt avant d'y revenir, comment déjà y aller? Le premier pas sur la Lune de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin en juillet 1969 n'a pas été perçu comme un accomplissement, une finalité, mais comme une étape. Certes, la course à la Lune prenait fin, mais les coureurs n'avaient nullement envie de s'arrêter en si bon chemin. Au début des années 1970, les missions Apollo emmènent 12 personnes sur la Lune, et beaucoup pensent que Mars est un objectif réalisable bien avant les années 2000. La dynamique est forte, les technologies se développent, s'améliorent, s'industrialisent et gagnent en assurance. Mars se rapproche et les missions russes et américaines ont la planète dans leur viseur. Il faut dire que dès 1952, Mars attire l'un des plus grands ingénieurs et concepteurs de tous les temps, Wernher von Braun, celui même qui a créé les fusées V2 pendant la Seconde Guerre mondiale. Récupéré par les Américains, von Braun a le champ libre pour laisser exprimer toutes ses idées. Et celui-ci voit plus loin, beaucoup plus loin que la Lune. L'amélioration de ces fusées rend déjà la Lune à portée de main, et il le sait. Dans son traité technique Das Mars Project, publié en 1952, il étudie toutes les trajectoires et les moyens pour permettre à l'homme de se poser sur Mars dès les années 1965. Oui, vous avez bien entendu, dès 1965. Von Braun est un visionnaire. En s'appuyant uniquement sur les connaissances et les outils disponibles de l'époque, il conçoit ainsi un voyage avec un équipage de 70 personnes pour une durée de 443 jours sur Mars. Ce projet ne verra pas le jour, mais sèmera une idée qui ne demandera qu'à germer un demi-siècle plus tard. Mais que s'est-il donc passé? Ou plutôt, que ne s'est-il donc pas passé? À l'heure d'Apollo, tout est engagé, amorcé pour faire le grand saut. Et puis, rien. Pourtant, le budget de la NASA sera conséquent, mais le président américain de l'époque, Richard Nixon, décide une réorientation du programme spatial. L'arrêt pur et simple de ce projet est la mise en œuvre d'une fusée très spéciale, la navette spatiale. D'une complexité effroyable, d'un coût exorbitant, cette navette engloutira tous les fonds disponibles pour sa conception, puis pour son exploitation. Chaque lancement, s'il permet à 7 astronautes de voyager, coûte plus d'1,5 milliard de dollars. Le premier vol STS-1 est réalisé le 12 avril 1981 et le dernier vol STS-135 en juillet 2011. Le bilan est très mitigé. Aucunement concurrentiel vu le coût des lancements, la cadence de lancement n'a jamais dépassé les 5% de celle prévue dans le projet initial, et 2 accidents majeurs en 1986 avec Challenger et en 2003 avec Columbia, qui ont coûté la vie à 14 astronautes et marqué durablement les esprits. Parmi les réussites de la navette spatiale, citons la mise en place du télescope spatial Hubble et sa réparation, ainsi que la réalisation de la Station spatiale internationale, l'ISS. Abandonné en 2011, cet échec a permis à des entreprises privées de rentrer dans le secteur du spatial en proposant des vols à moindre coût. Par comparaison, un lancement de la Falcon 9 par SpaceX coûte à ce jour 60 millions de dollars. Sur ce montant, le carburant ne représente que 0,3% du coût, ainsi les vols réutilisables permettent de réduire considérablement les coûts d'exploitation. À ce jour, ces entreprises ont pris un poids important dans le marché du spatial et sont aujourd'hui incontournables.
Un voyage vers Mars suppose la validation d'un très grand nombre d'étapes en amont, comme par exemple connaître la topographie des sols afin de sélectionner le meilleur site d'atterrissage, ou calculer les différentes trajectoires permettant d'arriver de manière optimale dans le voisinage de la planète Mars, ou encore de déterminer les effets d'un voyage long dans l'espace. De nombreuses options sont disponibles à ce jour et aucune n'a encore été sélectionnée définitivement. Même si les projets les plus fous annoncent des dates relativement proches dans le temps, moins d'une dizaine d'années, force est de constater que les difficultés sont importantes, que ce soit techniquement ou humainement. Car le projet d'un voyage sur Mars coûte cher, très cher. Et les budgets subissent année après année des coupes sérieuses. Moins d'argent, moins de temps, plus de difficultés, l'équation paraît compliquée à résoudre. À moins d'une expédition mondiale, Mars n'est pas à la portée de toutes les bourses. Rien que le lancement est actuellement estimé entre 10 et 20 milliards de dollars. Quel pays peut se permettre une telle démesure financière? À même y regarder, quitte à réaliser une alliance mondiale, pour un tel projet et avec de tels budgets, n'aurions-nous pas plutôt la sagesse de s'entendre sur un autre projet, celui de maintenir notre vaisseau Terre habitable et de réduire les inégalités? Aujourd'hui, Mars attire plus que la Terre. Passerions-nous notre temps à porter notre regard sur un futur plus incertain dans l'espace que sur notre propre planète? Je suis pour la conquête spatiale, je suis pour l'homme dans l'espace, pour les grands projets visionnaires qui fédèrent et non pour ceux qui divisent. Je suis pour féliciter collectivement, mais je suis contre la compétition qui ne valorise qu'un seul individu. Quand une course départage le premier du quatrième au dixième de seconde, voire au centième, je ne vois pas un premier et un quatrième, je ne vois que des hommes égaux. Notre monde actuel favorise toutes les discriminations, salariales, économiques, sociales, morales, sportives. Il suffit d'allumer le téléviseur pour voir pulluler les émissions du type « le meilleur boulanger », le meilleur coiffeur, le meilleur pâtissier, le meilleur cuisinier, etc. Pourquoi y aurait-il un seul meilleur? Et pourquoi pas récompenser les 10, les 100 meilleurs? Nous sommes dans une société de l'individualisation. Prenez l'émission qui cartonne depuis une dizaine d'années. La France a un incroyable talent. Mais quelle horreur! La France a des incroyables talents. Pourquoi en féliciter un et en décevoir 10, tous aussi méritants? Ne pourrions-nous pas imaginer la même émission mais sans compétition? Même l'élection de Miss France est une aberration. Toutes ces femmes sont superbes. Pourquoi en attrister 20 pour en célébrer une? J'ai même vu une loterie qui offrait 130 millions à un seul joueur, alors que l'on peut changer la vie de 130 joueurs avec 1 million. Je suis pour le partage, pour l'émulation et pas l'humiliation, pour la reconnaissance et non l'indifférence. Et si 50 personnes sont méritantes, il n'y a aucune raison d'en éliminer 49 pour n'en garder qu'une. Notre société actuelle fonctionne encore sur le modèle du sacrifice, sacrifier le plus grand nombre pour un seul individu. Je souhaite une société mettant en avant les qualités de chacun sans comparaison, sans évaluation, sans aucune mesure des individus. Est-ce utopique? Et Mars dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, nous irons sur Mars, évidemment. Sacrifice après sacrifice, que ce soit économique ou en pertes humaines, nous irons sur Mars car cela est possible. L'exploration, quoi qu'il en coûte, est inscrite dans nos gènes. Homo sapiens l'a prouvé à maintes reprises. Tout ce qui est réalisable le sera un jour ou l'autre. Et nous trouverons, à l'instar du premier homme sur la Lune, cette émulation qui synchronise tous les gens et les fédère autour d'un événement historique. Pour Mars, nous vivrons nous-mêmes cette expérience car les casques de réalité virtuelle immersifs, comme l'Oculus Rift, nous permettront de nous retrouver à la place même de l'astronaute. Nous vivrons le premier pas sur Mars, dans la peau de l'autre, cet explorateur qui prendra tous les risques à notre place, en attendant que nous fassions nous-mêmes ce voyage en tant que colons.
Car l'ambition avouée des compagnies comme SpaceX, c'est la colonisation de Mars. L'idée d'Elon Musk, c'est de rendre accessible le départ vers Mars sans possibilité de retour pour commencer une nouvelle vie. Le prix de ce nouveau départ, 500 000 $ à terme. Cela peut paraître élevé, mais en fait, ce coût est calculé sur les biens moyens d'une personne désireuse de tout vendre pour partir. Ainsi, la vente du patrimoine permettra à terme aux gens désireux de tenter cette aventure de se financer le voyage. Cela peut sembler illusoire, mais rappelons-nous que nous l'avons déjà fait à maintes reprises dans le passé. La colonisation de l'Amérique s'est faite justement par ces personnes qui tentent tout pour une nouvelle vie sur un nouveau continent. Que ce soit au XVIIIe, XIXe, XXe ou même XXIe siècle, cette attirance pour la terra incognita est une constante. Il en sera de même pour les siècles à venir. Mais au-delà de la beauté du geste, il y a bien sûr la recherche d'un nouvel Eldorado, une nouvelle vie pour de nouvelles richesses. Qu'a la planète Mars à nous apporter à tous ces aventuriers si ce n'est du sable et des déserts? En fait, beaucoup plus que cela, car si à court terme les premiers colons seront de véritables explorateurs, il y a fort à parier que des intérêts autres qu'idéologiques, mais économiques puissants sont en jeu. Car là encore, Mars n'est pas une finalité et certains industriels regardent juste au-delà. Citons les sociétés Planetary Resources, fondées en 2012 par quelques milliardaires de Google et James Cameron entre autres, mais aussi Deep Space Industries et Asteroid Mining Corporation. Toutes droites sorties d'un film de science-fiction, ces entreprises pionnières ambitionnent l'exploitation des minerais présents dans les astéroïdes. Un grand nombre de ces minerais sont aujourd'hui en cours d'épuisement sur Terre, alors qu'ils sont en très grand nombre dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Si la science en est encore à ses balbutiements, les pierres fondatrices de ce marché juteux sont posées. Le 25 novembre 2015, Barack Obama signe une loi autorisant les entreprises privées à exploiter les ressources des astéroïdes. Le 1er août 2017, le Luxembourg devient le deuxième pays à encadrer l'exploitation des ressources célestes et le 6 avril 2020, Donald Trump signe un décret donnant le droit aux États-Unis d'exploiter commercialement des ressources extraterrestres sans aucune négociation avec les autres pays. Les États-Unis n'ont pas signé le traité sur la Lune, traité établissant que l'espace est une zone de ressources internationale. Ainsi, de nouveaux conflits juridiques et armés risquent d'émerger devant la diversité des points de vue concernant les ressources en dehors de la Terre. À ce jour, la NASA a ramené quelques centaines de kilogrammes de pierres lunaires et la Chine a rapporté des échantillons de la Lune et de l'astéroïde Ryugu. D'autres missions sont en cours, comme la sonde Osiris-Rex qui ramènera des échantillons de l'astéroïde Bennu en 2023. Nous sommes à un pas seulement des prélèvements plus conséquents. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. La richesse minière dans la ceinture d'astéroïdes a été évaluée à plus de 100 milliards de dollars par habitant de la Terre. Un beau pactole à même de rendre les rêves les plus fous réalisables. La planète Mars se trouve être à une position stratégique dans ces futurs échanges commerciaux. Nos futurs colons pourraient rapidement trouver un travail très rémunérateur. Et pour ceux qui doutent encore que l'humanité se tournera rapidement vers ces nouvelles richesses, il est aujourd'hui établi que l'ensemble des ressources en minerais concernant l'or, l'argent, l'antimoine, le cuivre ou encore le phosphore seront épuisées d'ici un siècle. Or, un simple astéroïde géocroiseur qui coupe l'orbite de la Terre de 15 mètres de long à portée de main donc, regorge de ces matériaux, plus de 500 000 tonnes. Nous n'aurons pas le luxe dans quelque temps de le laisser continuer sa course. Ce qui guide les grandes explorations et les grandes découvertes, ce sont les routes commerciales. Christophe Colomb, Magellan, la route de la soie. Chaque route établie a permis l'échange de matières premières, mais aussi de savoir et de connaissances.
l'espace n'échappe pas et n'échappera pas à ce postulat. Dans ce premier épisode sur Mars, nous avons vu que l'avenir de l'homme se trouve dans l'équilibre entre la préservation de sa planète mère et l'expansion dans son environnement voisin, la Lune et Mars. Si l'humanité veut se donner une chance de poursuivre son aventure, il lui faudra s'unir afin de dépasser les futurs problèmes. L'avenir est à chercher du côté de la coopération, du partage et de l'unité. Amis écouteurs, je vous dis au mois prochain pour un second épisode sur Mars afin d'en connaître un peu plus sur cette planète source de toutes les convoitises actuelles.